Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'enseignement, mais surtout de son interruption, l'interruption de l'enseignement. Qu'est-ce que ça fait quand on donne de longues vacances forcées à nos enfants? Quels sont les effets sur nos enfants et aussi sur notre système éducatif? Voici Élise Jeté. Les petits cocos vont-ils avoir une journée pédagogique de 6 mois? C'est pas impossible, et même si les écoles sont fermées pour une bonne raison en ce moment, c'est grave de fermer les écoles. Comme on vit une période de notre histoire pour laquelle on n'a pas vraiment de mode d'emploi, l'UNESCO a dernièrement tenu à souligner les impacts que ça a de fermer une école. L'évidence, c'est que les interruptions d'apprentissage sont nombreuses. Les enfants n'ont plus de possibilités de développement et d'apprentissage autre que ce qu'on peut leur donner à la maison. Dans certains cas, c'est pas la fin du monde. Les désavantages sont majeurs, par contre, pour les élèves plus défavorisés qui, normalement, comptent sur ce qui se passe à l'école pour être stimulés. Il y a aussi l'aspect alimentaire qui entre en compte. Les plats gratuits ou à moindre coût servis à l'école sont essentiels pour certains jeunes qui n'ont peut-être pas accès à une alimentation saine et riche en nutriments à la maison. Il en va de même pour l'accès aux technologies. Ce sont pas toutes les familles qui ont les meilleurs outils, les meilleures connexions Internet pour permettre à leur progéniture d'évoluer comme à l'école, mais à la maison. Également, comme on a fermé les écoles d'un coup, on n'a pas dit aux parents « Allez, venez suivre une formation de quelques jours pour bien remplacer le professeur de votre petit ». On a laissé un peu les parents à eux-mêmes et au quotidien, certains d'entre eux ont même du mal à aider leurs enfants avec les devoirs. Donc, une journée entière d'enseignement, ça commence à être une tâche colossale. Si les parents travaillent dans les services essentiels, les jeunes laissés seuls à la maison à un certain âge aussi peuvent développer, selon l'UNESCO, de mauvais comportements dus à leur manque de supervision. Il y a un coût économique aussi à ça pour la société, comme dans plusieurs milieux en ce moment. Un parent qui devrait travailler mais qui ne peut pas faire garder ses enfants est plus susceptible de s'absenter. Chez les plus vieux, l'UNESCO met l'accent sur une tendance à l'augmentation des taux de décrochage scolaire. Il est très difficile de faire en sorte que les jeunes reviennent à l'école et y restent lorsque les établissements scolaires vont rouvrir, surtout si la fermeture dure longtemps. Les professeurs Patrick Charland, Olivier Harvisset et Tegwen Gadet de l'UQAM sont chercheurs à la chaire UNESCO de développement curriculaire. Ils ont publié un article sur The Conversation dans lequel ils parlent du continuum de la crise et de ses 5 phases. La crise dans un système stable, les phases d'urgence, de relèvement, de reconstruction et de développement. En regardant par-dessus notre épaule, on constate que les premières semaines de la pandémie de COVID-19, celle qu'on vient de vivre, se trouvent dans l'étape d'urgence. Les gouvernements ont mis en place diverses mesures de confinement, dont la fermeture des écoles, sans présenter de plan d'action tout de suite. En gros, dans l'urgence, on fonce dans le tas. Ensuite, la phase de relèvement, c'est celle où l'on installe des activités temporaires qui permettent de remettre l'éducation à l'avant-plan. Ici, le gouvernement du Québec a mis en place son portail de ressources pédagogiques pour permettre aux parents de garder leurs enfants actifs, par exemple. C'est ça le relèvement ici. Mais bon, ça va pas suffire et on est plusieurs à se demander comment on va adapter cette méthode d'urgence à une plus longue période. On a mis un pansement sur le bobo, on a donné des petits trucs, mais quand ça perdure, ça prend la phase de reconstruction du système d'apprentissage. C'est encore temporaire, mais on a déjà vu dans certains cas de la formation à distance, notamment par des courriels envoyés aux familles, des environnements numériques d'apprentissage ou des émissions éducatives à la radio ou à la télé. On aura sans doute une prise de conscience globale a posteriori parce qu'on aura eu la preuve que même les systèmes d'éducation qu'on juge performants en ce moment sont en fait très fragiles. La COVID-19, ça a comme été le défi du début de la décennie. On a passé le test, mais de justesse. Il va falloir se réinventer pour mieux faire face à d'autres événements du genre dans le futur.
Les chercheurs soulignent donc l'importance de revoir l'institutionnalisation de nos systèmes d'éducation pour les rendre plus résilients. Après le SRAS en 2001, la H1N1 en 2009 ou l'Ebola en 2013-2016, personne n'était prêt pour la COVID. Et pour la suite, il faudra qu'on prenne pour acquis qu'elle ou une de ses semblables peut arriver à tout moment. Ouais, résilience, souplesse, flexibilité, apprendre à surfer sur l'incertitude. On navigue de plus en plus dans un monde incertain qui exige de nos grandes institutions que sont l'éducation, mais la santé aussi, d'apprendre à être un peu plus flexible. Des événements comme cette pandémie nous le rappellent malheureusement toujours assez douloureusement. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.